Nous allons corriger l'examen de fin de formation de la filière technicien gros œuvre de l'année 2018. Première question. Citez les matières premières pour la production du ciment. La réponse c'est le calcaire, l'argile, l'ajout des produits. Deuxième question. Donnez le principe de fabrication d'un ciment. Pour fabriquer du ciment, il faut passer par plusieurs étapes. La première, c'est de mélanger l'argile et le calcaire suivi du concassage et le cuisson, ça donne le clinker. Après d'autres étapes, on trouve le ciment. Troisième question. Que signifie un ciment CPJ 45? Réponse. C'est un ciment Portland composé, à résistance à la compression de 45 mégapascales. Quatrième question. Classez par ordre chronologique les phases de déroulement d'un projet suivantes. Réponse. Les étapes sont classées comme indiqué sur le schéma. Cinquième question. Classez les fondations selon la profondeur du sol support. Réponse. Fondation superficielle utilisée dans le cas où le bon sol se situe à de faibles profondeurs. La fondation semi-profonde utilisée dans le cas où le bon sol se situe à une profondeur moyenne. Fondation profonde utilisée dans le cas où le bon sol se situe à de grandes profondeurs. Sixième question. Qu'est-ce qu'un radier général? Et dans quel cas utilise-t-on ce type de fondation? Réponse. Un radier est constitué par une semelle générale couvrant toute la surface au sol du bâtiment et parfois cette semelle déborde par console extérieure. Le radier se trouve justifié si les semelles continues ou isolées deviennent très larges. En raison de la faible capacité portante du sol, des charges élevées du bâtiment, du rapprochement des poteaux, de la profondeur à atteindre, des difficultés d'établir des pieux, de charges excentrées en rive de bâtiment. Septième question, choisir là où les bonnes réponses. Le déboursé sec inclus. Le coût des matériaux. Le coût de la matière consommable. Les frais généraux inclus. Les frais du siège. Le salaire du comptable de l'entreprise. Le coefficient d'entreprise KPV permet de déterminer le prix de vente hors taxe à partir du déboursé sec. Dans le graphe pair, les tâches sont représentées au niveau des arcs. Le réseau d'assainissement permet la collecte et l'évacuation des eaux usées du bâtiment vers le milieu récepteur. Citez les types d'effluents qui circulent dans le réseau d'assainissement. Réponse. Les eaux usées ménagères, elles proviennent des lavabos, douches, baignoires, éviers, elles ne présentent aucun danger pour les conduites. Les eaux fécales. Ils proviennent des WC et urinoirs, elles sont généralement sans danger mais présentent des déchets organiques. Les eaux industrielles. Elles proviennent des usines laboratoires, etc. Les eaux atmosphériques. Elles proviennent des pluies et des neiges, elles sont recueillies en surface par les toits, les rues, les cours. Quelle est la différence entre un système unitaire et un système séparatif? Dans le système unitaire, les eaux pluviales, les eaux usées d'origine domestique et les eaux usées industrielles sont réunies dans un réseau unique. Dans le système séparatif, les eaux pluviales et les eaux usées sont évacuées dans deux réseaux différents. Déterminez le diamètre minimal d'une descente d'eau pluviale d'une terrasse de 11 mètres de largeur et 11 mètres de longueur. La règle dit que 1 cm² de surface de siphon d'évacuation des eaux égale à 1 m² de surface de terrasse. Après les calculs, on trouve le diamètre minimal égal à 12,41 cm. Question suivante. Que signifient les paramètres suivants? WP, la limite de plasticité. WL, la limite de liquidité. WN, teneur en eau du sol à l'état naturel. Question. Calculer l'indice de plasticité. Et en déduire l'indice de liquidité et l'indice consistance. Commentez les résultats à la fin. L'indice de plasticité égale 5%. L'indice de consistance égale à 3, il est supérieur à 1 donc il s'agit d'un sol solide. L'indice de liquidité égale à -2, il est inférieur à 0, donc il s'agit d'un sol très dur.
Les marchés négociés est l'une des modes de passation des marchés. Question. Expliquez le principe des marchés négociés. Réponse. Le marché est dit négocié lorsque le maître d'ouvrage engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec le ou les candidats de son choix, et attribue le marché au candidat qu'il a retenu dans les conditions fixées par la présente section. Question. Donnez 2 cas où on a recours à ce type de marché. Réponse. Parmi les cas, on trouve les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent qu'elles soient tenues secrètes. Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention. Le dernier exercice consiste à calculer le ferraillage d'un poteau et une semelle. Tous les données qu'on a besoin pour résoudre l'exercice sont fournies. La première question, déterminer les charges qui sollicitent le poteau P6 à l'état limite ultime et l'état limite de service. Dans les calculs des charges permanentes, on commence par les poutres. On prend le poids de la moitié de chacune des poutres qui entourent le poteau P6. Ça donne 7650 plus 4185 kN. La charge permanente des planchers égale à 18 750,15 N. La charge permanente du revêtement égale à 11 513,25 plus 651 N. La charge permanente des cloisons de distribution égale à 5 921,1 plus 334,8 N. La charge permanente d'enduit sous plafond égale à 2368,44 plus 133,92 N. Le poids propre du poteau égale à 5600 N. La charge transmise par le poteau du premier étage égale à 120 000 N. Finalement, la charge permanente totale égale à 177 107,66 N. La charge d'exploitation au rez-de-chaussée égale à 47 377,5 N. L'élancement égale à 38,8. Il est inférieur à 50. Donc on prend alpha comme suit. Après les calculs, on trouve la section d'acier comprimé du poteau, qui égale à 4,4 cm². Pour le choix des armatures, on peut choisir soit 6 barres de diamètre 10 ou 4 barres de diamètre 12. Pour les barres transversales, on choisit le diamètre 6, avec un espacement de 15 cm.